La nuit, notre planète ressemble à un océan de points lumineux. Hong Kong en particulier brille de tous ses feux. La luminosité mesurée ici est en moyenne 1000 fois supérieure à ce qu'elle devrait être avec un ciel nocturne à l'état naturel. La recherche nous montre que la lumière a une influence directe sur la santé humaine. Scientifiques et concepteurs travaillent donc sérieusement à l'amélioration de nos sources d'éclairage. C'est la lumière naturelle qui nous convient le mieux. L'espèce humaine a eu des milliers d'années pour s'y adapter de façon optimale. Mais voilà, à mesure qu'ils gagnent du terrain, les éclairages artificiels transforment la nuit en jour. Imaginez qu'il devienne impossible d'ici quelques années d'admirer un ciel étoilé naturel où que ce soit en Europe. Ce serait une catastrophe. Aujourd'hui déjà, qui peut encore contempler la Voie lactée à l'œil nu? Baigné par la mer de Chine méridionale, Hong Kong concentre 7,5 millions d'habitants sur un territoire minuscule. Une ville qui ne dort jamais. La nuit, dans les quartiers commerçants, il fait clair comme en plein jour. La lumière est un symbole de progrès et de prospérité. La célèbre ligne d'horizon des gratte-ciel, qui scintille de tous ses feux, est à elle seule une installation lumineuse à grand spectacle, avec une surenchère tape à l'œil de couleurs et de lumière. Depuis 2010, l'astronome Jason Peun assure ici un suivi au moyen d'un appareil de mesure de la qualité du ciel. Après avoir quantifié la luminosité de la voûte céleste, il la compare à celle d'une nuit naturelle. La luminosité mesurée ici est en moyenne 1000 fois supérieure à ce qu'elle devrait être avec un ciel nocturne à l'état naturel. La plupart des éclairages servent à des fins commerciales ou décoratives et engendrent un gaspillage énorme. Beaucoup d'entre eux émettent tous azimuts sans aucune utilité, pour rien. On est dans une ville où l'énergie est dilapidée. Dans le quartier de Kowloon, l'éclairage est tout aussi omniprésent. Pas question de faire ses courses dans la pénombre. Écrans et panneaux publicitaires utilisant la technologie des diodes électroluminescentes, les LED, rivalisent pour capter l'attention des consommateurs. Leur luminosité est comparable à celle d'une journée modérément ensoleillée. Jason Peun mesure régulièrement l'éclairement de ses panneaux publicitaires au moyen d'un luxmètre. L'intensité est très forte. On est presque à 10 000 lux. Or, ces panneaux extrêmement lumineux sont partout à Hong Kong. Ils clignotent et leur couleur change. C'est perturbant. On a beau être au milieu de la nuit, il y a beaucoup de monde ici. Et les lumières sont très agressives. À Hong Kong, on ne trouve pas seulement des écrans publicitaires immenses. Certaines façades sont entièrement recouvertes d'écrans à LED. Jason Peun repère régulièrement de nouvelles sources lumineuses. Quand un commerçant s'implante ici, il commence souvent par mettre le paquet sur l'éclairage. Les boutiques voisines se sentent obligées de renchérir pour ne pas être en reste. Ça produit un effet boule de neige. Et c'est toute la rue qui finit par être éclairée comme en plein jour. Mais pourquoi les éclairages artificiels sont-ils dommageables, surtout la nuit? Après tout, sans la lumière du soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La lumière permet la croissance des plantes. Elle est le moteur de la photosynthèse, indispensable à la production d'oxygène. Sans elle, pas d'air respirable. C'est encore la lumière qui détermine notre rythme circadien, ce cycle biologique de 24 heures qui cadence nos vies. Quand il fait jour, nous sommes actifs, concentrés, productifs. Lorsque l'obscurité prend le dessus, notre horloge interne change de tempo. L'organisme est fatigué.
Il a alors besoin de se reposer et de se régénérer. Mais que se passe-t-il quand il fait jour en permanence? À Berlin, un projet transdisciplinaire a vu le jour à l'initiative de plusieurs chercheurs, Verlust der Nacht, littéralement la disparition de la nuit. Les éclairages urbains à la pointe de la technologie rallongent les journées et rendent les nuits toujours plus claires. Le biologiste Franz Hölker étudie les conséquences de ce phénomène avec des médecins, des ingénieurs, des physiciens et des astronomes. Pendant des millions d'années, nous nous sommes habitués à l'alternance du jour et de la nuit. Toute la vie sur notre planète a suivi ce schéma. Nous voulons déterminer à partir de quel seuil les éclairages artificiels nocturnes se muent en nuisance. À partir de quand la lumière a des effets délétères sur nous, sur notre sommeil et notre santé, mais aussi sur certaines espèces animales présentes en milieu urbain, comme les insectes, les oiseaux ou les chauves-souris. Pour apprécier la quantité de lumière émise vers le ciel par les villes, il faut prendre de la hauteur. Le Canadien Christopher Kaiba, physicien, réalise depuis 5 ans des vues aériennes des lumières de Berlin. En cette nuit claire et sans nuages, il décolle de l'aérodrome de Schönhagen. Un appareil spécialisé lui permet de photographier toutes les sources de lumière en vue d'évaluer leur intensité, lampadaires, immeubles ou zones industrielles. Les luminaires qui n'éclairent rien au sol constituent une pollution lumineuse. Christopher Kaiba doit les recenser et mesurer leur nuisance. À chaque sortie, il réalise jusqu'à 5000 clichés. 2 taches lumineuses ressortent particulièrement, l'aéroport de Berlin-Tegel et le quartier de l'Alexanderplatz, au cœur de la partie est de la capitale. Le physicien utilise un logiciel qu'il a lui-même mis au point pour cartographier les lumières de Berlin à partir de ses photos. Il peut ainsi localiser les sources lumineuses au mètre près et les évaluer. La tour émettrice de radio et de télévision, la Fernsehturm, éclairée d'en bas, ne diffuse pratiquement pas de lumière inutile. En revanche, l'hôtel voisin émet directement vers le ciel. Les éclairages nocturnes sont employés à mauvais escient. C'est tout le problème. Quand on éclaire inutilement, on pollue l'environnement. En plus, ça consomme énormément d'énergie, ce qui entraîne une pollution supplémentaire issue des centrales électriques. Après analyse de la carte, le verdict tombe. 30% environ des lampadaires de rue berlinois ne sont pas efficaces. Leur flux lumineux se diffuse vers le ciel au lieu de former un cône orienté vers le sol. Nombre de ces éclairages se trouvent sur l'Alexanderplatz et devraient théoriquement servir à éclairer le sol de cette vaste zone piétonne. On voit que ces luminaires n'éclairent pas vers le bas, là où les passants en auraient besoin. Ils diffusent leur lumière à l'horizontale, jusqu'aux appartements environnants, ou carrément vers le haut, ce qui contribue à éclairer le ciel nocturne. Ces éclairages nuisent aussi à l'environnement, dans la mesure où ils désorientent les insectes. Car les insectes sont irrésistiblement attirés par les lumières vives. Ils en perdent le sens de l'orientation et finissent calcinés. Une véritable hécatombe que les chercheurs étudient de près. Ils ont installé des observatoires miniatures sur toutes sortes de lampadaires dans le centre-ville et les zones résidentielles ou encore aux abords des parcs. À la fin de la nuit, ils comptabilisent les victimes et les recensent en fonction de leur espèce.
Nous avons environ 150 insectes dans ce récipient. Ça n'a l'air de rien, mais faisons le calcul. Il y a 8 millions de lampadaires en Allemagne. À multiplier par 150, ça veut dire que plus d'1 milliard d'insectes se retrouvent désorientés par les éclairages publics chaque nuit. Beaucoup y perdent la vie. Et certains prédateurs en profitent, comme les araignées. Ça dérègle la chaîne alimentaire. Ces lampadaires attirent les insectes des biotopes voisins de façon définitive, de sorte que les oiseaux, poissons et amphibiens insectivores finissent par manquer de nourriture. Et ce n'est pas tout. De nombreux papillons de nuit profitent normalement de l'obscurité pour polliniser les arbres fruitiers et forestiers afin d'assurer leur propre reproduction. Lorsqu'ils s'égarent dans la lumière artificielle, leur mission biologique tourne court. On distingue ici différentes espèces de papillons de nuit, dont beaucoup sont protégés. Si elles sont soumises à un stress supplémentaire en raison de l'éclairage public, elles vont finir par disparaître complètement de certains quartiers. D'autres espèces, au contraire, en tirent avantage. Certaines araignées se sont adaptées et tissent leur toile même par nuit claire. Leur population connaît une croissance anormale, due à une offre de nourriture excédentaire. Tout l'équilibre écologique est bouleversé. Reste à savoir jusqu'où peuvent aller les effets de ces éclairages omniprésents. Les chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle se penchent sur la question. Le microcèbe mignon est un petit lémurien endémique de Madagascar qui fait l'objet d'études approfondies. Martine Perret, biologiste, veut savoir de quelle manière la lumière artificielle modifie son comportement. Le petit primate est nocturne et il est très sensible à la lumière. Donc c'est un modèle très valable pour étudier l'effet de la pollution lumineuse sur les petits mammifères nocturnes. Jusqu'à présent, l'étude de la pollution lumineuse, c'est surtout sur des populations. On compte le nombre d'individus, leur déplacement, mais on ne connaît pas leur réponse physiologique individuelle. Voilà, c'est pour ça que le microcèbe est un bon modèle pour étudier les effets comportementaux et physiologiques de la pollution lumineuse. Pour les besoins de l'essai, 12 microcèbes mignons sont placés dans des boxes individuelles. Ils sont exposés à 2 diodes. La première simule un clair de lune de 0,3 lux. La seconde reproduit la luminosité et la température de couleur orangée d'un lampadaire français standard et éclaire à 50 lux. Vous mettez la nuit 0 lux, le jour 1 lux. Il sait reconnaître le jour de la nuit. Son horloge est entraînée. Donc vous imaginez bien qu'avec les 50 lux ou les 40 lux que vous avez dans la rue, c'est considérable. Dans la cage, il fait nuit à présent. En milieu naturel, le microcèbe mignon devrait s'activer et partir en quête de nourriture. Mais à la lumière artificielle, il décale son repas d'1 heure et reste éveillé moins longtemps. Une puce placée sous la peau du petit primate permet de surveiller un certain nombre de variables. Après 14 nuits d'éclairage au diode, la température du corps augmente et reste élevée même lorsque l'animal est au repos pendant la journée. Plus grave encore, l'horloge interne du lémurien est perturbée. En temps normal, la luminosité lui permet de différencier les saisons. Si les jours rallongent, c'est que l'été approche, et s'ils raccourcissent, c'est l'hiver. On a pu montrer également que si les animaux sont en période d'hiver, en fait, la pollution lumineuse fait qu'ils croient qu'ils sont en été. Et donc, ils développent leur reproduction beaucoup trop en avance par rapport à, disons, aux ressources normalement qu'ils trouveraient dans le milieu. Si pour les animaux saisonniers, se reproduire pendant l'hiver, pour des petits animaux comme ça, c'est aller à la catastrophe. Dans de telles conditions, le primate ne trouverait pas suffisamment de nourriture pour ses petits en hiver. Sa progéniture mourrait de faim et à terme, c'est toute la population de microcèbes mignons qui se trouverait menacée.
et chez l'homme. Quelle est l'incidence de l'éclairage artificiel sur notre organisme? Sur les 60 dernières années, la population de Hong Kong a plus que triplé. Longtemps, l'ancienne colonie anglaise a fait office de refuge pour contourner la politique de l'enfant unique de la Chine continentale ou simplement fuir le régime communiste. Hong Kong est aujourd'hui l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Jason Peun déplore depuis longtemps la multiplication effrénée des lumières artificielles aux abords des immeubles d'habitation. Hong Kong présente une très forte densité de population, avec un enchevêtrement assez unique de zones résidentielles et de quartiers commerçants. Il est plutôt effrayant de se dire qu'il y a des gens qui habitent juste au-dessus ou juste à côté de ces panneaux publicitaires. Ils subissent l'éclairage agressif de leur propre immeuble, celui du bâtiment d'en face, et encore celui qui vient de la rue, avec les panneaux illuminés. Il paraît totalement impensable de passer une nuit reposante dans un appartement ici. Causeway Bay est le quartier marchand de la métropole. Magasins et centres commerciaux y sont ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à minuit. 10 mètres à peine séparent souvent les gigantesques panneaux LED des appartements. Yolanda Ng, élue locale, a longtemps résidé au cœur de Causeway Bay. Les nuisances lumineuses l'ont poussée à déménager. J'avais fait faire des rideaux occultants sur mesure pour mes fenêtres. Mais même avec ces rideaux, la lumière pénétrait à l'intérieur. Ça me compliquait vraiment la vie au moment d'aller dormir. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'étais prise de maux de tête dès que je me tenais dans le salon. J'avais beau éteindre les lumières dans la pièce, ce sentiment permanent était très pénible. Mes migraines ne faisaient qu'empirer quand j'étais dans cet appartement. À la suite des plaintes réitérées des riverains, le gouvernement a mis en place un groupe de travail sur la question en 2011. Mais celui-ci s'est contenté d'élaborer des lignes directrices qui n'ont jamais eu valeur de loi. Ce sont de simples recommandations. Rien n'oblige les commerçants à les respecter. Ils peuvent tout à fait les ignorer. On voit bien d'ailleurs que la pollution lumineuse reste le fléau numéro 1 à Causeway Bay. Toutes les nuits, dans tous les logements. Dans quelle mesure ce trop-plein de luminosité nocturne est-il nuisible à l'organisme humain? La science a tardé à s'intéresser à cette question. À l'hôpital Saint-Hedwig de Berlin, des scientifiques de différentes disciplines tentent d'y répondre. Dieter Kunz, médecin somnologue, s'intéresse aux effets de la lumière artificielle sur la qualité du sommeil. L'étude en cours est centrée sur l'œil humain. Objectif, comprendre comment les photorécepteurs de la rétine traitent la lumière artificielle, quelles informations ils transmettent aux cellules et au cerveau, et comment ce processus influence le sommeil. L'espèce humaine a vu le jour il y a au moins 4 millions d'années. Pendant tout ce temps, nous avons surtout utilisé nos yeux pour nous orienter. Nous avons passé l'essentiel de ces 4 millions d'années au grand air, et non pas dans des maisons éclairées artificiellement. L'adaptation à la lumière artificielle s'est faite en très peu de temps. Les participants à l'étude sont observés dans leurs gestes quotidiens, ici au moment de se brosser les dents avant le coucher. Les éclairages de salle de bain sont généralement vifs et bleutés. À cette heure de la soirée, le corps devrait produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Or, ce type de lumière a plutôt tendance à stimuler l'organisme.
On sait aujourd'hui qu'il suffit de 5 ou 10 minutes d'exposition à une lumière vive, par exemple dans la salle de bain, devant une liseuse ou un ordinateur portable. La production de mélatonine est alors inhibée, ce qui entraîne généralement des difficultés d'endormissement et peut nuire à la qualité du sommeil. Les participants ont tous moins de 30 ans et ne présentent aucun problème de santé. Il n'empêche qu'après cette exposition à la lumière artificielle, ils entrent dans la phase de sommeil profond bien plus tard que la normale et leur activité cérébrale reste longtemps supérieure à ce qu'elle devrait être. En outre, même après une demi-heure au lit, les participants n'ont pas encore produit assez de mélatonine pour réussir à s'endormir. L'un des facteurs décisifs du processus est la mélatonine, qui prévient l'organisme que la nuit tombe. En retour, cela a un effet sur le cerveau et permet à celui-ci de bénéficier d'un sommeil de qualité. Mais si on allume les lumières le soir, la production de mélatonine est perturbée, ce qui entraîne une dissociation. Le cerveau ne dort que parce qu'il est épuisé, et ce sommeil n'est pas de bonne qualité car il n'est pas accompagné par le reste du corps. Pour produire de la mélatonine, le sujet doit percevoir une nette différence entre clarté diurne et obscurité nocturne. Dieter Kunz veut à présent déterminer la quantité de lumière du jour absorbée en moyenne par les sujets de l'étude. Cette mesure est réalisée grâce à un capteur placé sur les lunettes. Le résultat est surprenant. Les participants sont pour la plupart des étudiants qui passent la majeure partie de leur journée dans des pièces mal éclairées, où la luminosité ne dépasse pas quelques centaines de lux. Par comparaison, en extérieur par ciel couvert, le soleil émet au moins 3000 lux. Le plus grave, c'est sans doute de ne pas être exposé à la bonne lumière au bon moment de la journée. Notre étude indique que nous sommes beaucoup à vivre dans une sorte d'obscurité biologique, et c'est sans doute un important facteur de maladie. La plupart des actifs passent quotidiennement plus de 8 heures dans un bureau, souvent dans la pénombre, loin de toute fenêtre. Entre le manque d'exposition à la lumière du jour et l'omniprésence des éclairages artificiels le soir, le cerveau est privé de ses repères, baigné dans un clair-obscur permanent. C'est l'horloge interne qui se trouve perturbée. Or, ce mécanisme est capital, comme l'indiquent les données recueillies dans l'étude. Plus le participant a emmagasiné de lumière naturelle dès le matin, plus son sommeil sera paisible et réparateur. Nos recherches nous renseignent au moins sur un élément essentiel. On sait maintenant que l'éclairage est particulièrement crucial pour nous entre le matin et la mi-journée. Pendant ces heures, il nous faut une lumière claire, un peu bleutée. Grâce à elle, on est non seulement mieux réveillé et plus productif pendant la matinée, mais encore alerte et en forme le soir. Les perturbations induites par un éclairage inadapté en soirée sont moins fortes quand on a été exposé à une lumière correctement dosée toute la journée. On dort mieux et l'effet bénéfique perdure même jusqu'au lendemain. Mais qu'est-ce qu'un bon éclairage? Des scientifiques de l'Institut Fraunhofer pour la gestion du travail à Stuttgart tentent de répondre à cette question. L'ingénieur Oliver Stefani étudie le moyen d'intégrer une quantité suffisante de lumière naturelle dans la vie de tous les jours. Dans un laboratoire virtuel 3D, son équipe conçoit de nouveaux éclairages pour les bureaux. Traditionnellement, les spécialistes de la santé au travail recommandent une luminosité peu élevée, de l'ordre de 500 lux. Dans les bureaux, on se contente de fournir suffisamment de lumière pour bien voir. On pense avoir résolu le problème en ne prenant en compte que ce seul paramètre, alors qu'il faudrait proposer une lumière biologique qui mettrait le rythme de l'organisme au centre du dispositif. À cet effet, il faut s'efforcer d'imiter toutes les caractéristiques de la lumière du jour. Le Virtual Sky, ou ciel virtuel, reproduit justement ces caractéristiques. Ce panneau LED de 34 mètres carrés éclaire à 3000 lux environ. Il restitue la lumière changeante du jour, mais peut aussi faire passer des nuages sur son ciel bleu. Les tests réalisés à ce jour sont concluants.
Le Virtual Sky favorise la performance. On constate que les gens se sentent moins fatigués, surtout vers la fin de leur journée de travail. Plus généralement, ils se sentent mieux. Et c'est notre objectif, améliorer le bien-être au bureau. Le logiciel du ciel virtuel peut générer différents spectres de couleurs et varier le degré de clarté selon les besoins. On est plus créatif et plus enclin au travail en équipe dans une atmosphère un peu tamisée. Inversement, avec une lumière vive, on est plus attentif quand il s'agit de manier des chiffres et plus concentré aussi. Les systèmes d'éclairage de demain pourront certainement être optimisés pour mieux répondre aux spécificités des tâches de chacun. S'il est une source lumineuse particulièrement difficile à optimiser du point de vue de son effet sur l'organisme, c'est bien l'écran d'ordinateur. Il émet généralement une lumière bleue qui stimule l'organisme et qu'il faut donc éviter à tout prix le soir. Quand on n'a pas besoin d'être concentré sur un fichier, mieux vaut ne pas trop utiliser son écran et surtout le régler sur une luminosité modérée. Il faut également faire attention à la température de couleur et réduire autant que possible la part de lumière bleue. Cette composante, qui est particulièrement élevée sur les écrans LED et OLED, peut retarder le sommeil d'1 heure le soir. Un logiciel baptisé F-Lux permet de réduire l'incidence biologique de la lumière bleue. Le soir, il modifie automatiquement la couleur de température de l'écran. Quand le logiciel supprime la part de lumière bleue de l'écran, celui-ci prend une teinte beaucoup plus chaude et orangée, qui est moins excitante pour le cerveau. On est alors plus proche de la lecture d'un livre à la lumière d'une bougie. Les ingénieurs de l'Institut Fraunhofer travaillent à de nouveaux types d'éclairage pour les écrans. Objectif : limiter la part de lumière bleue sans que cela nuise à la restitution des couleurs, afin d'éviter que les images et autres documents ne prennent tous une teinte rougeâtre. Le tout grâce à des composants colorimétriques particuliers. C'est notre horloge interne qui contrôle le fonctionnement de notre système nerveux, de nos organes, ainsi que le métabolisme de nos cellules. Chez les personnes en bonne santé, ce mécanisme se dérègle facilement. Chez les sujets atteints de pathologie, il est encore plus fragile. À l'hôpital de la Charité de Berlin, un projet unique au monde a vu le jour sur ce thème. Dans les chambres de cette unité de soins intensifs innovante, 15 000 diodes électroluminescentes reproduisent en temps réel le lever et le coucher du soleil, simulant ainsi l'alternance naturelle du jour et de la nuit. Le docteur Alaoui Lutz accompagne ce projet pilote. Un logiciel lui permet de synchroniser le ciel artificiel surplombant ses patients avec la météo locale. On reconstitue ce ciel artificiel afin d'aider les patients en soins intensifs à retrouver leur orientation temporelle. À la suite d'une opération ou d'une maladie grave, on constate que la plupart d'entre eux perdent très vite la notion du jour et de la nuit. Si on pensait autrefois que le sommeil prolongé contribuait au bon rétablissement des patients, on sait aujourd'hui que certains processus de guérison essentiels ne s'activent qu'en état d'éveil. Il est donc important que les patients ne somnolent pas toute la journée et que leur organisme ne produise pas trop de mélatonine. Le ciel artificiel peut éclairer jusqu'à une intensité de 20 000 lux, ce qui correspond à la lumière du soleil par temps clair. Avec un taux élevé de mélatonine, je suis fatigué. Je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux ni de participer à des exercices de mobilité ou d'entraînement cognitif. À l'inverse, en dessous d'un certain seuil, quand la mélatonine devient à peine décelable dans le sang, je suis plus alerte et nettement plus coopératif. Cela a donc une incidence positive sur le processus de guérison. Et c'est toute la raison d'être de ce système d'éclairage.
Au moyen d'une tablette, le malade peut également téléguider des points lumineux sur son ciel et les suivre du regard afin de stimuler son activité cérébrale et d'améliorer sa concentration. La moitié des patients en soins intensifs après une opération lourde présentent un syndrome confusionnel, c'est-à-dire des perturbations de la conscience et de l'attention. Les premiers résultats montrent un effet positif. L'agenda de sommeil de ces patients ressemble de plus en plus à celui d'une personne en bonne santé. Un plus pour leur bien-être et pour l'efficacité de leur traitement. On observe d'ores et déjà que les patients traités dans les nouvelles chambres équipées de ce plafond lumineux sont plus apaisés et qu'ils ont besoin de moins de médicaments contre la douleur. Les plafonds composés de LED peuvent aussi reproduire le vert des feuilles d'arbres. Selon certaines études, la vision de cette végétation virtuelle soulagerait elle aussi la souffrance des personnes hospitalisées. Notre planète compte déjà près de 7,5 milliards d'habitants et devrait atteindre 8,5 milliards à l'horizon 2030. Tous les pays misent sur l'industrialisation qui va de pair avec une multiplication des lumières. À l'avenir, nous serons de plus en plus nombreux à devoir vivre et travailler de nuit, tant l'espace nous sera compté dans les métropoles. Mais notre rythme biologique s'accommode mal des lumières artificielles une fois la nuit tombée. À Berlin, le physicien Christopher Kaiba étudie des photos prises par les satellites. Les immenses sites industriels européens comptent parmi les pires sources de pollution lumineuse. Aux Pays-Bas, ces taches brillantes sont particulièrement vives. Cette photo nous montre des serres au crépuscule. On voit ici une énorme surface très claire qui émet vers le haut. Lorsqu'on se trouve au sol et qu'on regarde dans cette direction, on voit que le ciel est tout illuminé par temps couvert. Quand la lumière monte vers l'atmosphère au lieu de tomber sur les plantes, il y a une déperdition d'énergie. Il serait préférable que cette lumière ne se disperse pas dans l'environnement, mais reste concentrée là où elle est utile, en l'occurrence sur les plantes de la serre. Au vu de ce lien direct entre pollution lumineuse et gaspillage énergétique, les municipalités auraient tout intérêt à remplacer les éclairages au mercure et à vapeur de sodium par des lampadaires LED. Reste à savoir si nous allons effectivement économiser de l'énergie ou au contraire éclairer encore plus. Au cours des siècles passés, chaque fois qu'on a découvert un éclairage plus efficace, on en a profité pour utiliser plus de lumière. Avec son million d'habitants, la ville de Cologne est une grande consommatrice de lumière. Mais il faut s'éloigner un peu de l'agglomération pour constater jusqu'où émettent ces éclairages. Harald Bartenhagen est informaticien et astronome. Il mesure depuis 2009 la pollution lumineuse croissante observable à une trentaine de kilomètres de Cologne. Ici, voici longtemps qu'il est devenu impossible de contempler la voûte céleste et ses étoiles. La métropole rhénane diffuse ses lumières vers le ciel. Dans l'atmosphère, elles sont dispersées par la poussière, les gouttes d'eau et les molécules d'air. C'est ainsi qu'apparaît le halo lumineux qui forme un dôme brillant au-dessus de la ville. On voit bien qu'il y a un gaspillage considérable. Ce halo se développe parce que la lumière est déviée vers le haut. Résultat, il n'est pratiquement plus possible d'observer le ciel étoilé au-dessus de Cologne. Les étoiles disparaissent, ou plutôt elles se perdent dans la clarté du ciel. On sait aujourd'hui que la lumière émise par les villes peut avoir un effet sur la qualité du ciel étoilé jusqu'à 300 km à la ronde. À cette distance-là, on ne voit même plus la ville à l'horizon. Le ciel nocturne naturel a ainsi disparu dans presque toute l'Europe. Beaucoup d'habitants n'y voient aucun inconvénient. La lumière, c'est tout à la fois la sécurité, la modernité et la vie urbaine. De célèbres monuments comme la cathédrale de Cologne restent éclairés toute la nuit, tandis que des projecteurs laser sillonnent le ciel.
Je veux bien entendre l'argument esthétique, mais quand on connaît les effets néfastes de ces éclairages artificiels et de ce spectacle lumineux permanent, on peut aussi reconsidérer sa position. D'abord, c'est un immense gaspillage. Cela fait des dizaines d'années que nous nous demandons comment économiser de l'énergie. Nous subissons de plein fouet les conséquences de notre surconsommation énergétique, par exemple avec le réchauffement climatique qui est désormais inéluctable. Mais nous persistons dans ce gaspillage comme si de rien n'était. Ces lumières sont très jolies, mais il y aurait moyen de réduire nettement la consommation d'énergie. Et par ailleurs, il faut légiférer pour mettre le holà à cette course à l'éclairage qui n'arrête pas de faire monter les enchères. Ce type de loi n'existe pas encore en Allemagne. Les bâtiments publics éteignent généralement leur éclairage après minuit. Mais les sites industriels où les machines ne s'arrêtent jamais consomment de l'énergie en permanence et diffusent leur lumière toute la nuit vers le ciel. À l'université de Toulouse, le physicien Georges Zissis étudie l'efficacité énergétique des éclairages de rue. Il analyse les couleurs composant leur lumière et détermine à quelle partie du spectre réagissent les insectes et autres animaux nocturnes. Grâce à ses travaux, il aide les municipalités à améliorer l'éclairage des espaces publics. Dans son laboratoire, il mesure également le rayonnement des lampadaires de rue. Le résultat est alarmant. De nombreux éclairages sont inefficaces car ils émettent latéralement ou vers le haut. En outre, une grande quantité d'énergie est gaspillée, faute de technologies récentes. L'éclairage artificiel, pas seulement de nos villes, mais tout type d'éclairage pour nos maisons, pour les villes, pour les bâtiments, ça représente aujourd'hui, ça consomme plutôt, 1/5 de l'énergie électrique que l'humanité produit chaque année. Cette quantité-là correspond à peu près à 3 000 milliards de fers à repasser qui fonctionnent pendant 1 heure sur notre planète. C'est astronomique. Avec des luminaires mieux employés, les villes françaises pourraient réaliser d'importantes économies d'énergie. Mais pour cela, il faudrait investir dans la technologie LED, qui reste beaucoup plus coûteuse que les lampes traditionnelles. Ici en France, on a 9 millions de lampes qui éclairent nos villes. Si on arrivait à faire quelques pourcents d'économie d'énergie sur l'éclairage de nos villes et aussi de nos maisons, ça représenterait facilement 1 ou 2 centrales nucléaires de moins. Les premières conclusions du projet berlinois Verlust der Nacht montrent que des économies seraient possibles à très court terme, à condition que les municipalités et les commerces acceptent de modifier leurs habitudes. Les prises de vue en accéléré des chercheurs montrent que l'éclairage public n'est pas adapté aux besoins réels. Il est indispensable de mener une réflexion sur les heures et les lieux concernés par l'éclairage. Tard dans la nuit, quand les commerces sont fermés, on peut se passer de panneaux publicitaires ou de vitrines éclairées. On peut aussi éteindre l'éclairage public, ou au moins en baisser l'intensité dans les quartiers où il ne sert à rien parce qu'il n'y a plus personne dans les rues. Ça permettrait non seulement de faire des économies d'énergie, mais aussi de préserver la nuit naturelle et les espèces nocturnes. Et nous, les humains, nous serions mieux préparés au sommeil, car notre cerveau percevrait mieux la différence entre le jour et la nuit. Les organismes aquatiques présentent eux aussi une sensibilité variable à la lumière artificielle. Les cours d'eau sont de vastes biotopes. De la source à l'embouchure, ils parcourent des centaines de kilomètres entre paysages à l'état naturel et métropoles brillant de mille feux. Franz Hölker étudie les effets de l'éclairage parfois très intense des rives des cours d'eau sur les poissons. Plusieurs nuits d'affilée, il expose ses perches communes à une lumière d'un luxe. Cela peut sembler faible, mais c'est déjà 3 fois la clarté de la pleine lune. Et ce changement a des répercussions sur le taux d'hormones des poissons.
Il s'avère que même une petite quantité de lumière suffit à entraver la production de mélatonine. L'hormone du sommeil, qui informe toutes les cellules du corps de l'arrivée de la nuit et de la nécessité de se reposer, n'est plus produite en quantité suffisante. De plus, les poissons ne perçoivent plus correctement la succession du jour et de la nuit. La perche commune est un poisson diurne que l'on trouve partout en Europe. L'éclairage intensif de nuit dans les grandes agglomérations bouleverse son quotidien. Au fil de l'évolution, les animaux se sont accoutumés à l'alternance jour-nuit. Et voilà qu'apparaît un nouveau facteur de perturbation, auquel ils ne sont pas tous en mesure de s'adapter. Pour quelques espèces, ça ne posera aucun problème. Parmi les insectes ou les autres organismes, il y en aura certainement qui s'habitueront à l'éclairage nocturne des zones urbaines. Mais il y aura aussi des perdants. Les mesures réalisées par les scientifiques sont formelles. À 1 mètre sous l'eau, les lumières provenant des rives ou des ponts peuvent encore atteindre 5 à 10 lux. Et les poissons ne sont pas tous égaux devant ce phénomène. Les anguilles ont plutôt tendance à fuir la lumière la nuit. À l'inverse, certains salmonidés sont attirés par la clarté. Dans les deux cas, le poisson a tendance à s'attarder sous le pont ou à proximité avant de reprendre son chemin. Il perd ainsi du temps et de l'énergie. Ce retard peut être à l'origine d'un décalage entre l'arrivée des mâles et des femelles sur les sites de reproduction. S'ils ne s'y retrouvent pas au même moment, c'est un facteur de stress environnemental supplémentaire qui risque de mettre en péril certaines populations de poissons. Ingénieurs, biologistes, médecins et concepteurs d'éclairage du monde entier s'efforcent de réduire les effets délétères de ce flot de lumière nocturne sur les animaux et sur l'homme. À Toulouse, où il élabore de nouveaux types d'éclairage public, Georges Zissis mise sur la révolution des LED. Une lampe pour l'éclairage extérieur doit avoir une lumière blanche, puisque les citoyens l'aiment, plutôt une lumière blanche chaude, avec une capacité de gradation, c'est-à-dire pouvoir changer la quantité de lumière aussi rapidement que possible et à volonté. Les LED peuvent le faire. Les LED sont pleins de ressources, mais on ignore encore dans le détail quelles teintes de lumière sont les moins nuisibles pour les insectes, car chaque espèce réagit différemment. Chez l'humain, en revanche, la cause est entendue. La lumière bleue perturbe le sommeil. On demande à une lampe d'éclairage public de produire une bonne lumière qui ne perturbe pas les rythmes circadiens de l'homme, si possible, qui crée une ambiance dans la ville, donc qui ne déforme pas les couleurs, mais on lui demande aussi de vivre aussi longtemps que possible. Les LED aujourd'hui, la nouvelle technologie, si elles sont bien assemblées et si elles sont de bonne qualité, peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Toutefois, les fabricants de LED ne peuvent ou ne veulent pas fournir d'indications précises sur la durée de vie de leurs lampes. Des simulations permettent d'en tester la longévité, un critère décisif pour les planificateurs d'éclairage. Mais le choix des corps éclairants n'est plus le seul paramètre à prendre en compte aujourd'hui. C'est ce que montre un projet pilote mené à Siegburg, non loin de Cologne. La municipalité a remplacé plus de 2000 lampadaires de rue obsolètes par des lampes LED économes en énergie. Elle pourrait ainsi diviser par 2 ses frais d'électricité et ses émissions de CO2. Et ce n'est pas tout. L'éclairage public de cette ville de 40 000 habitants est désormais piloté grâce à un logiciel spécialisé. Les heures d'allumage et d'extinction, l'intensité de la lumière ou les opérations de maintenance font l'objet d'une gestion intelligente à distance. La lumière n'est donc allumée que lorsqu'elle est vraiment indispensable. En fonction de la saison et de l'heure de coucher du soleil, l'intensité de chaque luminaire peut être modulée pour s'adapter aux besoins. Et les spécialistes de l'éclairage voient encore plus loin. L'éclairage intelligent, c'est-à-dire l'éclairage qui va être utilisé le moment où on en a besoin et comme il nous faut. On peut imaginer un système d'éclairage qui est équipé de détecteurs intelligents
qui sont capables de détecter une personne, un chat, éclairer la personne et pas les chats, détecter un automobiliste qui vient avec une certaine vitesse dans une certaine direction et lui éclairer la rue devant lui, ou quelqu'un qui est sur un vélo, que lui il se déplace avec une vitesse inférieure, lui allumer une ou deux lampes devant lui et éteindre derrière lui. Les systèmes d'éclairage intelligent peuvent amener une réduction considérable de la consommation d'énergie dans le monde entier. Encore faut-il accepter de changer notre mode de vie. La société hongkongaise est traversée d'intérêts contradictoires. Connus des touristes du monde entier, les gratte-ciel éclairés à grands frais sont la vitrine de la métropole. Chaque année ou presque, ce balai lumineux s'enrichit de nouveaux éléments. Jason Peun a suivi le développement de l'éclairage dans toute l'agglomération au moyen de 18 stations de mesure. La quasi-totalité de ces capteurs révèle des niveaux de luminosité bien trop élevés. L'astronome plaide donc pour une réduction, mais il se heurte à la mauvaise volonté des élus et des acteurs du tourisme. Quand j'expliquais mes travaux, les gens avaient l'air de tomber des nues en apprenant que l'éclairage était un problème. Hong Kong est une ville prospère. La perle de l'Orient se doit de briller dans la nuit. C'est tout ce qui les préoccupait. Même les journalistes me disaient sans complexe « Mais vous n'avez pas peur que vos propositions n'appauvrissent la ville ? Si on éteint toutes les lumières, les touristes ne viendront plus. » Chaque année, quelques 50 millions de touristes visitent la région administrative spéciale de Hong Kong. Une manne pour les tours opérateurs, les hôtels et les commerçants, mais aussi une source de recettes fiscales pour la ville. À force de militer pour une utilisation plus rationnelle de l'éclairage, Jason Peun et son équipe ont obtenu quelques résultats modestes. Les lampadaires jalonnant cette promenade le long de l'eau ont été changés et ne diffusent plus vers le ciel. Ils ont ainsi cessé d'alimenter le halo lumineux. Mais c'est une goutte d'eau dans un océan aveuglant. Tous les soirs vers 20 h, la Symphonie des Lumières embrase la baie Victoria de Hong Kong. Ce spectacle associe rayons laser, projecteurs et murs de LED qui illuminent une cinquantaine d'immeubles. Beaucoup de touristes apprécient ces lumières. Mais moi, j'aimerais qu'ils s'intéressent un peu aux gens qui vivent à proximité, juste à côté des feux de la rampe. Je suis certain que s'ils étaient mieux informés sur la situation, ils accepteraient bien volontiers qu'on renonce à quelques panneaux publicitaires pour revenir à un niveau d'éclairage plus raisonnable. De nos jours, les habitants des pays industrialisés n'ont pratiquement plus accès au ciel étoilé, noyé dans un trop-plein de lumière. Dans l'Eifel, un massif de collines au sud de Cologne, on peut à nouveau admirer la voûte céleste grâce au combat mené par Harald Bardenhagen. Son Parc aux étoiles, une institution publique, a reçu le label Parc international de ciel étoilé, décerné par la Dark Sky Association. L'astronome a convaincu plusieurs communes voisines de réduire définitivement leurs émissions de lumière. Un télescope permet à présent d'admirer le spectacle naturel dont tout le monde devrait pouvoir profiter. Ici, on peut observer la Voie lactée, cette bande blanchâtre dans le ciel nocturne. Elle est composée de 200 milliards d'étoiles, dont notre Soleil. C'est donc notre patrie cosmique. Une enquête menée en 2002 a montré que 33% des Allemands n'avaient jamais eu l'occasion de contempler la Voie lactée. La proportion s'élevait à 44% chez les moins de 30 ans. Une motivation supplémentaire pour Harald Bardenhagen.
Le ciel étoilé accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Il a suscité la curiosité, stimulé la science et conduit à d'importantes avancées culturelles. L'observation des astres a permis l'invention du calendrier et la navigation en mer. Et aujourd'hui encore, la recherche fondamentale en astronomie joue un rôle capital. J'aimerais qu'il soit possible d'admirer un ciel naturel plein d'étoiles ailleurs que dans notre parc. À l'avenir, il faudrait que les villes adoptent une planification intelligente de l'éclairage et une meilleure utilisation des luminaires la nuit, afin que les citadins aient eux aussi la chance de voir les étoiles. Car nous venons de la nuit. C'est dans cette obscurité originelle que notre histoire a commencé. Il faut choisir soigneusement les endroits où nous installons des luminaires, réfléchir aux heures et aux durées d'éclairage, ainsi qu'à la composition colorimétrique de la lumière. Pour nous orienter, travailler ou nous sentir en sécurité, nous avons besoin de lumière la nuit. Mais le temps est venu d'opter pour des éclairages plus intelligents. Je crois que nous sommes à la veille d'une révolution lumineuse. Elle va améliorer notre quotidien et par là même le rendre plus sain. Nous aurons ainsi contribué à une meilleure santé de l'humanité. Il n'est bien sûr nullement question de plonger toutes les villes dans une obscurité totale. Simplement de mettre fin à la pollution lumineuse. J'espère sincèrement que nous parviendrons à récupérer notre ciel étoilé à la prochaine génération, car il fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Et bien souvent, nul besoin de lumière pour faire des choix éclairés.